Alors bonjour, bienvenue à cette conférence Midi du CRIJAD qui s'intitule Entre aliénation et résistance, les discours des étudiantes musulmanes à Montréal. Et notre invité aujourd'hui est Fahimé Darchignan euh, qui va nous présenter quelques résultats de sa recherche. Je vais introduire Fahimé qui est professeure au département de sociologie de l'UDM. Elle s'imprègne des théories critiques pour comprendre les mécanismes sous-jacents de l'aliénation des groupes racialisés dans les institutions éducatives, du primaire jusqu'à l'université. Traductrice littéraire, à la base, elle a quitté l'Iran en 2012 pour poursuivre un doctorat à l'Université de Montréal. Elle a mené depuis plusieurs enquêtes de terrain. L'étude profonde du savoir expérientiel lui permet, dans ses intérêts, d'explorer les stratégies de résistance des acteurs et des actrices face à la colonialité du pouvoir, qui est constitutive des pratiques institutionnelles. Elle se sert du nouveau séminaire qu'elle a développé en 2020, intitulé Diversité et société contemporaine, pour approfondir ses réflexions sur l'émergence de la diversité et de l'inclusion comme nouveau vecteur du néolibéralisme, plus particulièrement dans les institutions postsecondaires, et ce, au sein des discussions substantielles avec les étudiants et étudiantes des cycles supérieurs de plusieurs programmes. Alors, Fahimé, vous avez la parole. Bon. Bonjour, bonjour tout le monde. Euh, je suis très honorée d'être aujourd'hui parmi vous. Je remercie beaucoup Diarra, Tambly de m'avoir parlé de cette possibilité, mais c'était bien avant. Donc, maintenant, je suis en congé de maternité. Mais voilà, je ne voulais pas annuler cette conférence, mais je dis, est-ce que je vais annuler ou je vais peut-être. Finalement, j'ai dit, non, je veux présenter mes résultats, je veux profiter Donc, comme ça, j'espère que ma présentation sera le tort de vos attentes. Donc, un peu soyez indulgents vers moi ayant un bébé. Euh, voilà, Diarra très bien m'a présenté, mais j'aimerais commencer. Donc, c'était le 8 mars, si je me permets. Si c'est ma conférence et j'ai le droit de parler de cette liberté académique. C'est la journée internationale de la femme était le 8 mars. Je vais en profiter de souligner les efforts et la lutte de toutes les femmes partout au monde, au sud global, au nord global, pour, voilà, les femmes, le groupe social les plus oppressés depuis toujours dans toutes les sociétés, soit occidentales, soit non occidentales, qui luttent et luttent encore aujourd'hui pour avoir accès l'égalité sociale. Mais surtout, je veux profiter de souligner donc milliers de femmes qui ont été tuées à Gaza. Donc, le chiffre que j'ai vu dernièrement, c'était 9 000. Donc, je n'ai pas certain donc de nombre, mais milliers de personnes, milliers de femmes ne sortent qui ont été tuées depuis en fait cette guerre génocidale à Gaza. Donc, les médecins, les étudiants, les professeurs et tout simplement des êtres humains, une mère, une sœur, une amie ou voilà, l'amour de vie de quelqu'un. Voilà, et elles ont perdu la vie. Et il y a d'autres femmes, d'autres mères maintenant toujours en Palestine, à Gaza, qui luttent pour garder leur enfant en vie. Euh, voilà. Mais avoir un bébé rendait émotionnel peut-être, mais euh, voilà. J'aimerais aussi souligner, comme vous savez que je suis iranienne, les femmes en Iran, qu'il y a quelques années, qui luttent, elles aussi, pour leurs droits les plus élémentaires en Iran. Pas seulement le droit de porter ou ne pas porter le voile, les droits les plus élémentaires comme euh, la liberté de voyage sans la permission du père ou de mari, le droit de la garde d'enfants. Il est vrai qu'il y a un décalage entre le régime et le peuple, mais
Voilà, en gros, il y a beaucoup d'inégalités qui sont bien institutionnalisées. Donc, il y a beaucoup de femmes iraniennes, des jeunes femmes, surtout des filles, qui ont perdu la vie aussi durant les manifestations. Donc, on vit dans un drôle de monde. Et quand tu viens du Sud global en tant qu'Iranien, donc, tu as toujours, toi, cette chaîne. Quelqu'un me demandait dans les cours que je donne, est-ce que tu te sens libre, tu vis dans un pays libre? Je disais que liberté, c'est une notion assez bizarre. Si tu viens de quelque part d'autre, tu n'es jamais libre. Tu te sens jamais libre de ces chaînes lourdes qui t'associent à ton pays, à ton passé, et les liens de solidarité forts que tu as avec toi toujours, avec les oppressés du monde. Donc, voilà, je ne me sens pas très libre parce que je vis dans cette société. Euh, c'est ça, on vit dans une société libre, on a certaines libertés, mais donc, la planète est beaucoup plus, c'est pas seulement le Canada, l'Amérique du Nord ou l'Europe. Donc, quand on part toujours, je sais qu'il y a en Afrique, il y a des femmes qui en cours devraient marcher quelques heures juste pour avoir l'accès à l'eau potable. Ah, c'est important de souligner. Bon, aujourd'hui, je vais encore parler des femmes, mais dans le cadre de ma recherche, comme vous savez, je vais présenter les résultats plutôt préliminaires, certains résultats qui sont un peu plus solides, certains qui sont plus préliminaires. Il s'agit d'une enquête de terrain que j'ai commencé en 2021, mais voilà. J'ai interrogé plusieurs femmes, jeunes femmes musulmanes qui étaient en première année de l'université, dans quatre universités montréalaises, Concordia, ou l'UDM, l'UQAM, voilà, les universités québécoises plutôt. Euh, et je me suis dit que c'est une bonne occasion de parler de ces résultats avec vous aujourd'hui. Euh, attendez. Ah, comme vous savez, Diarra a bien expliqué mes intérêts de recherche. Je ne travaille pas seulement sur les femmes musulmanes. De façon générale, je m'intéresse aux groupes racialisés. Voilà, les jeunes adultes issus de l'immigration, de toutes les ethnies, de toutes les races, en fait. Donc, je m'intéresse aussi à leur insertion professionnelle, à leur parcours. Euh, et également, je m'intéresse, comme Diarra a expliqué, la question de diversité, de l'inclusion à tous les groupes, même les professeurs, les chargés de cours à l'intérieur de l'institut universitaire. J'ai d'autres projets dans la tête et en cours, mais n'hésitez pas après ma présentation si vous voulez qu'on discute au-delà de ce que je présente. Euh, voilà, j'aimerais commencer par un peu présenter rapidement, mais de toute façon, comme c'est une recherche empirique, je suis obligée de un peu avoir un certain euh, voilà, format de parler du contexte, d'où provient en fait les questions que je me suis posées, mais je ne vais pas m'attarder beaucoup sur ces aspects. Bon, on est des collègues, vous savez peut-être mieux que moi qu'en Occident. Euh, Au Canada, au Québec, comme partout en Occident, il y a certains segments de groupes majoritaires qui considèrent de façon générale les femmes musulmanes comme des citoyennes adaptes à intégrer les valeurs des sociétés démocratiques et en fait pluralistes. Et la plupart, la majorité des recherches qui se sont intéressées à leur réalité, à cette leur réalité bien complexe, se sont adressées à la question de foulard islamique, la question du patriarcat ou la liberté de femmes et des hommes. Et la liberté entre la femme et l'homme. Donc, il y a une certaine simplification de leur réalité complexe, la généralisation. Mais bien sûr, il y a d'autres études intéressantes comme Ahmad et les autres qui ont montré que malgré toutes ces oppressions vécues, surtout les étudiants musulmans, les étudiantes musulmanes montrent une bonne résilience et elles essayent vraiment de donner un sens à leur vie. Euh, mais au Québec, plus particulièrement au Québec, plus spécifiquement,
ces rapports de pouvoir prennent une forme plus violente. Considérant le passé du Québec, le processus de déconfessionnalisation des institutions publiques et de façon générale, le rapport à distance que le Québec en tant que société a appris avec la religion. Après, c'était les événements de septembre 2011. Ensuite, l'arrivée des immigrants qui arrivaient plutôt des Maghrébins, parce que le Québec avait besoin des gens qui parlaient le français. Donc, ces pays sont des pays musulmans. Les musulmans sont arrivés ici. Donc, tout l'environnement, le contexte social a changé. Dans ce contexte, c'est que la femme musulmane crée ou représente une sorte d'altérité reposoire dans l'imaginaire collectif québécois. Et ça fait de sorte que ces femmes, ces jeunes femmes sont toujours au centre de ces discussions, de ces débats sociétaux concernant voilà, la question de la laïcité, les signes religieux et tout ça. Après, ce qui est arrivé en mosquée au Québec, ensuite la loi 25, où je voyais même récemment que c'est en train d'être plus solide, si je ne me trompe pas. Euh, c'est dans ce contexte que j'ai posé des questions. Comment vraiment, plus spécifiquement au Québec, après je vais élargir mon étude au niveau de Canada aussi, comment euh, les femmes, les caractéristiques de femmes musulmanes, les situent au centre des rapports de pouvoir. Et comment, par la négociation de ces rapports de pouvoir qui sont souvent intersectionnels, ils essayent de soit reproduire leur destin, soit de se libérer de ces poids. Donc, tout simplement, si je veux résumer la question générale de cette étude, comment ils sont, leurs caractéristiques, les mettre au sein des rapports de pouvoir et comment, par la négociation de ces rapports de pouvoir, soit ils vont reproduire. Donc, et comment elles, ces femmes, se percevoir comme femmes modernes musulmanes, est-ce qu'elles sont québécoises ou non? Donc, ce sont les questions qui m'ont orientée vers ces études. Et ça de façon indépendante. Donc c'est une analyse en fait sociologique qui se situe plus spécifiquement dans la sociologie de l'éducation, ou peut-être pas complètement l'éducation non plus, un peu à la croisée des rapports ethniques, sociologie de l'institution universitaire. Mais il ne s'agit pas de la sociologie des religions. Bon, j'ai essayé un peu de parler voilà, il s'agit d'une approche narrative qui considère les êtres humains comme des êtres qui racontent des récits. Et en racontant leurs récits, qu'ils donnent sens à leur vie, il s'agit d'une conception post-structuraliste de narration. Donc, vous savez que pour les structuralistes, quand on parle, ce que les gens vous racontent, c'est seulement une version de la réalité. Donc, c'est les chercheurs qui vont essayer de donner. Mais dans dans la version post-structuraliste de l'approche narrative, ce qu'on raconte, c'est toute la réalité. Donc, il y a quand même un certain décalage entre structuraliste et post-structuraliste. Euh, donc, le corpus est bien diversifié en fonction du statut générationnel, les, euh, comment dire, les régions de provenance. J'aimerais ici de un peu souligner que vraiment, il y avait une bonne diversification en fonction des pays de provenance. Il y en a qui venaient d'Afrique du Nord, comme Algérie, Maroc, Tunisie, du Moyen-Orient, comme Iran, Liban, la Palestine, Asie du Sud, Bangladesh, Pakistan, Afrique centrale, Tchad. Donc, ces femmes, donc souvent, leur réalité, c'est complexe. Ils cumulent plusieurs marqueurs de racialisation. On a partout du monde on trouve des femmes musulmanes de l'Afrique, Asie de l'Est, même voilà, en Chine aussi.
Voilà, ils portaient le voile ou ils ne portaient pas le voile. Il y avait même une certaine diversification en fonction des orientations sexuelles. Donc, souvent, c'est cette cliché qu'on a de femmes musulmanes qui sont, voilà, on est collègues, genre, je vous considère des collègues, donc je suis gênée de dire certaines choses, mais voilà, c'est assez, le réalité est bien généralisée au mieux dans les débats publics. Ils portaient, ne portaient pas, croyants, non croyants, pratiquants, non pratiquants, euh, même des homosexuels ou non, donc c'était bien diversifié. Et aussi en fonction de choix d'institutions universitaires, comme je disais, c'était McGill, Concordia, l'UQAM, l'UDM. Donc, en fonction de l'aspect linguistique, c'était le corpus bien diversifié. Bon. Euh, il y a plusieurs volets, mon étude, parce que comme je vous dis, c'est 54 étudiants. Il y a des entretiens bien riches, bien longs, des récits de vie. Un volet qui s'inscrit plutôt au secondaire, au post-secondaire, l'autre au primaire et au secondaire. Un autre volet qui se concentre plutôt sur l'identification. Et des autres volets que je suis en train d'identifier, comme je disais, beaucoup de résultats sont encore préliminaires. Aujourd'hui, je vais présenter un peu post-secondaire et ce qui se passe si je trouve le temps. Sinon, je vais me concentrer seulement au post-secondaire. Pour le post-secondaire, en fait, la notion qui est ressortie de leur discours, c'était plutôt la citoyenneté. Donc, il ne s'agit pas d'une étude, quoi. Bien sûr, j'ai un cadre implicite, mais en me prolongeant dans leur discours, que les thèmes se sont émergés. Donc, ils sont je considère les participants comme des humains en chair et os qui parlent. Donc, je dis toujours, il ne faut pas surinterpréter en fait donc il faut laisser qu'ils parlent. Donc, parfois, ce sont les chercheurs qui dominent ou prédominent. Donc, ça, c'est pas mon approche. Donc, la citoyenneté, c'est quelque chose que je dis assez intéressant, plus spécifiquement sur une partie de corpus qui était plutôt à l'université. Ils sont tous à l'université, mais comme je disais, j'ai créé des catégories. J'ai trouvé que la notion de citoyenneté, c'est bien intéressant pour essayer de voir ils sont qui comme des citoyennes modernes. Et socialisation scolaire, plus spécifiquement, la notion de curriculum caché qui s'écarte bien à sa notion classique qui se concentre plus spécifiquement sur les classes sociales, considère les autres rapports de pouvoir. Donc, c'est deux notions principales que donc, je vais commencer par parler de plutôt universitaire en me focalisant sur la citoyenneté comme notion qui pourrait euh, donner un sens à ce que ces femmes ont partagé avec moi comme témoignage, comme leur vie. Mais le cadre implicite, bien sûr, c'est qui m'a permis de critiquer et de ne pas m'emprisonner dans ces concepts. Parce qu'encore, en tant que chercheur, si je me permets, il faut essayer de ne pas tomber beaucoup sous les charmes des concepts et des notions non plus. Donc, il faut laisser que le concept ressort. Et donc, cette toile de fond, la colonialité du pouvoir comme toile de fond des interprétations me permettait de soulever les critiques et les limites même des notions et des concepts. Donc, j'essaie toujours dans mes travaux, j'essaie en fait. C'est pas que je suis nécessairement l'expert, mais faire des articulations théoriques entre plusieurs notions. Donc, plutôt les notions en fait classiques de la sociologie, plusieurs approches théoriques pour, voilà, c'est pas seulement critique, classique et critique. J'aime beaucoup faire des articulations. Cela permet de souvent trouver des liens imprévus. Ah, voilà, la colonialité de pouvoir que je pensais que voilà, les conceptions eurocentriques de la modernité ont façonné les épistémologies des nations qui étaient considérées comme à l'extérieur de l'Ouest. Et voilà, moi je crois, je m'inscris dans cette école de pensée que ce projet eurocentrique de la modernité, qui bien sûr était appuyé sur l'exploitation capitaliste, à développer et perpétuer vraiment
une globale colonialité de pouvoir enracinée dans les différences raciales durant la période coloniale, mais les marqueurs de racialisation ont bien été diversifiés et changés après la Seconde Guerre mondiale. Et graduellement, voilà, la diversité même est devenue, selon moi, en fait, selon les arguments que je développe, un outil de hiérarchisation. Parce qu'il y a toujours une sorte de diversité qui est désirée, une diversité qui est non désirée. Bon. Euh, et voilà. Et les universités, plus spécifiquement, ce sont les institutions principales pour la maintenance de cette colonialité du pouvoir. Parce qu'il s'agit de la production de savoir. Et les étudiants, les professeurs qui viennent hors de l'Ouest, ils vivent souvent une sorte de violence épistémologique parce que déjà historiquement, ils ont été en dehors en dehors. Donc, leur histoire, leur contribution, donc, comme quand Hegel écrivait l'histoire de la modernité, toute la modernité, c'était l'Occident. Donc, la contribution des autres modernités de civilisation était complètement ignorée. Donc, parfois, il s'agit quoi de la colonialité? Parfois, les collègues qui critiquent, pour moi, c'est très, très simple. C'est très, très simple, comme 2 plus 2 devient 4. Donc, je ne comprends pas parfois les critiques. Voilà. Ah, donc, on va là à l'université pour voir que voilà, je connais d'autres, bien sûr, concepts sociologiques qui sont très intéressants quand même et permettent de faire une articulation et soulever les limites en même temps sont intéressants. Comme par exemple, j'ai écrit ici le concept de la sécurité ontologique forgé par Giddens, un sociologue, euh, pour pouvoir en fait parler de la citoyenneté en faisant une articulation avec la notion de la sécurité ontologique. Quand on comprend la sécurité ontologique comme voilà, la confiance des êtres humains, la sécurité ontologique, la confiance des êtres humains dans la continuité de leur identité et dans la constance des environnements d'action sociaux et matériels. Donc, quand on parle de la sécurité ontologique, des interrogations et des auto-interrogations, est-ce que j'existe vraiment? Des sujets, est-ce que les autres existent? Donc, c'est différent avec l'école de Chicago que, en fait, ils parlent de self. Ici, c'est la question de subjectivité et de l'agentivité. Et, et la citoyenneté, en fait, aborde nécessairement la question de l'agentivité. C'est comme ça que j'essaie de faire une articulation. Donc maintenant, je parle un peu de la citoyenneté parce que le concept de citoyenneté aussi a eu des évolutions, bien sûr, en fonction des contextes locaux et des contextes internationaux. Donc, est-ce qu'on considère la citoyenneté comme seulement dans sa forme la plus basique qui est un statut légal et l'adhésion en fait politique à un État? Et cet État offre une sorte de protection légale ou non. Donc, de façon générale, deux composantes principales au début, donc après la conceptualisation euh, moi, j'ai oublié le premier sociologue qui parle de droit civil, droit politique, droits sociaux. Euh, donc, souvent, on parle de citoyenneté comme, comme le vecteur de protection légale, comme le vecteur d'égalité. Mais ça a changé au fil du temps en fonction. Donc, il y a d'autres composants de la diversité qui étaient ajoutés, comme le sentiment d'appartenance, comme l'engagement politique.
Donc, il y a différentes conceptualisations de la citoyenneté. On parle de la citoyenneté multiculturelle qu'on voit beaucoup au Canada, la citoyenneté inclusive et la citoyenneté raciale qui était en fait forgée par les marxistes comme Omi et Vignon. Euh, voilà, dans la citoyenneté multiculturelle, l'accent est mis sur l'aspect plutôt légal de la citoyenneté, que l'État-nation offre un certain, voilà, la protection légale. Dans la citoyenneté inclusive, on essaye de, en fait, comme par Turner et Pakulski, qui ont essayé d'aborder les limites en disant quoi, est-ce que vraiment la citoyenneté se réduit à une association vraiment invisible ou association automatique entre un État-nation et les individus? Ou non, il faut aller. Est-ce que vraiment, c'est qui détermine en fait les citoyens? Qui sont les citoyens qui sont considérés comme des citoyens compétents, ayant une agentivité? C'est comme ça que la citoyenneté, pour moi, rejoint la sécurité ontologique. Qui a l'agentivité légitime? Parce que quand il nous donne des droits, on a des devoirs. Donc, toujours le droit va avec des droits, des responsabilités. Donc, surtout, il y a des arguments autour du fait que, plus spécifiquement en sociologie, la dimension d'égalité qui était en fait potentiellement dans la citoyenneté a été ignorée par les sociologues. Donc, l'accent sur l'aspect de droit et légal a fait de sorte qu'il n'y a pas beaucoup d'études euh, sur est-ce que la citoyenneté c'est vraiment vecteur d'égalité. Et c'est comme ça que, par exemple, quand les autres, on abordait la question de est-ce que c'est vraiment possible dans ces sociétés pluralistes, démocratiques, être. Pakulski parle de la citoyenneté inclusive comme le droit d'être différent ou différente dans toute sa marginalisation, de, de valoriser de nouveau tous les modes de vie, toutes les identités qui étaient stigmatisées. Ça, c'est la citoyenneté. Est-ce qu'il était possible? Dans la citoyenneté raciale, bon, les marxistes ont, voilà, un peu leur erreur historique aussi, qu'ils sont toujours mis l'emphase sur la question de l'oppression et l'exploitation un peu économique. Ils ont un peu ignoré les autres choses, peut-être. Pour eux, si on considère la citoyenneté comme un ensemble d'activités politiques, économiques et culturelles, ce privilège est distribué en fonction des corps et des phénotypes. Mais comme j'ai parlé, donc, ils ont un peu... Bon, la racialisation hum, prend de nouvelles configurations. Et plus spécifiquement, après la seconde, à partir des années 50, voilà, on voyait que par exemple, quand on parle de la lutte contre le racisme et la promotion du capitalisme, les vecteurs sont les mêmes. Voilà, la promotion économique, la réalisation de soi. Donc, c'est dans ces notions se sont ressorties des discours de mes participantes pour voir est-ce que vraiment elles sont comme des citoyennes, est-ce qu'elles se sentent incluses comme citoyennes, est-ce que ces femmes ont la même agentivité ou une agentivité subalterne plutôt? Est-ce que tous les citoyens canadiens, québécoises ont la même agentivité? Donc, j'ai remis en question, en fait, le fait que, voilà, on voit beaucoup dans les écrits sociologues l'agent sociaux, l'agentivité, mais est-ce que nous avons tous la même agentivité ou non? Donc, j'aimerais un peu, voilà, qu'on lit peut-être ensemble ces femmes, ce qu'ils ont, quand elles ont parlé avec moi dans leur quotidien à l'université. Vaut pas
certaines questions, par exemple, il nous poserait sur notre culture ou sur notre religion. Je me sens mal à l'aise de répondre à un Québécois. J'ai peur de jugement parce que j'ai déjà ressenti de jugement avant. Vos pas, on l'avait tous ressenti ce jugement-là. On a tous vécu de racisme. Mais chez vous, un peu certain, ce qui était, en fait, et bien sûr, c'était mon interprétation, mais ce qui est ressorti, on dirait qu'ils ont accepté leur racialisation. Ils ont accepté que, et il s'agit 2020, 2022, des jeunes femmes à l'université. Puis en fait, on parlait de quelques sujets. Elle m'a raconté qu'elle parlait avec des amis. Elle m'avait parlé d'une autre personne en disant si arabe et si d'arabe. Alors que moi-même, j'étais arabe. Mais elle avait comme oublié que j'étais. Fait que c'était comme, je me suis sentie un peu bizarre d'entendre ça. Il y a toujours cette arrière-pensée, en fait. Donc, peut-être qu'il pense quelque chose de moi. Peut-être. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'explique quand elle parlait. Donc, c'est sûr que c'est 54 personnes, mais ce qui ressort un peu, c'est ces dernières lignes. Il y a toujours ça représente un peu. Mais bien sûr, il y a une hétérogénéité. J'ai bien écrit que les oppressions sont vécues de plus individualisées. Mais ces femmes sont toujours des interrogations, des auto-interrogations en considérant ils sont qui, les autres sont qui. Donc, est-ce que vraiment ils sont des citoyens à part entière ou leur agentivité est bien dans le quotidien est remise en question? Euh, J'aimerais un autre extrait. Bon, ça, c'est une répétition, désolée. Euh, Ça, c'est très intéressant aussi. Ça, c'était une anecdote des parents. L'autre était, voilà, du Pakistan, ici de l'Iran. Donc, la personne disait que, voilà, vous pouvez lire vous-même. Je suis à l'université et toute ma vie, j'étais en train d'aider les gens. Je voulais être gentille et montrer que nous ne sommes pas violents. Et chaque fois à l'école, quand on parlait de 911 ou quelque chose comme ça, Irak, Afghanistan, là, comme tout le monde me regardait. Et je me disais, pourquoi? Est-ce que j'étais là? Je voulais être acceptée. Je voulais avoir des amis. Je voulais travailler fort, étudier fort pour avoir de bonnes notes, pour avoir des amis. Donc, il y avait des silences, il y avait des tristesses. Parfois, il riait, parfois, il y avait des larmes. Donc, ah, et je voulais vraiment, vraiment être gentille. En fait, cet extrait que je voulais être gentille, je voulais montrer que je suis une bonne personne, c'est ressorti un peu beaucoup, beaucoup dans leur discours. Et comme ça, maintenant, elle me disait, quand je fais un recul, je vois que peut-être j- j- j'avais pris cette habitude d'être gentille. Et je comprends que peut-être les autres, en fait, c'est une sorte de... voilà, um, I got used. Donc, people kind of using me. Ça veut dire elles se sentaient exploitées, manipulées pour être toujours gentille. Il s'agit d'une femme non-voilée. Donc, bien sûr, il y avait des femmes voilées. Ça aussi, c'est très, très intéressant. Dit, est-ce que vous connaissez cette expression de love, machin de Luther King? Elle me dit, est-ce que vous connaissez cette expression? Moi, j'essaie de garder ça en tête. Si on me portait comme personne qui est violente et pas ouverte d'esprit aux nouvelles, et moi, je leur montre ça, ils vont affirmer que les musulmans, ils sont comme ça. Alors, j'essaie d'être la personne juste gentille avec tout le monde. Parce que c'est juste avec avec ce caractère que tu peux changer la perception des autres. Donc, si moi, je commençais à insulter du monde, ça veut dire de mettre en œuvre son agentivité et montrer sa colère. On a le droit. Si je suis une agente sociale, je deviens en colère, je peux être fâchée, si je commençais à insulter tout le monde, aller sur Facebook et Twitter et les blancs, nanana, ben, je leur donne ce qu'ils veulent. Attends une seconde, je vois pas. Ben, ça va.
voilà, c'est comme ça que donc, le temps est limité. Je ne peux pas montrer tous les discours, les extraits, mais j'ai essayé de montrer quelques extraits qui illustrent un peu leur vécu et comment leur agentivité est toujours, c'est pas la même agentivité que les êtres citoyens. Et dépend de ces discours ou de ces débats. Et ça, c'est mon interprétation qui limite leur engagement politique, leur participation politique ou leur participation culturelle, parce qu'on parle une autre notion, une autre conception de la citoyenneté par de la citoyenneté culturelle qui permet qui parle de participation pleine à une activité culturelle ou des activités culturelles d'une société donnée. Euh, Voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé une logique d'exclusion. Donc, la citoyenneté, il ne s'agit pas, même si on se penche sur une dimension qui met l'emphase sur la protection légale. Donc, si on parle on se penche sur la question de la loi 21, on voit que c'est bien pour ces femmes dans je répète, cette société moderne qui soit le Québec, qui se veut être une société inclusive pour tous les jeunes de toute appartenance. C'est bien loin de ça. Donc, parfois, les gens me posent des questions, mais non, c'est le Québec qui dit qu'il veut être une société inclusive. Offrir une citoyenneté inclusive. Et la citoyenneté, c'est souvent véhiculé par l'éducation. En fait, le Québec mise sur l'éducation pour, en fait, créer des citoyens. Mais la citoyenneté est toujours définie sur des bases normatives. Mais est-ce que c'est possible, la citoyenneté? Donc, il y a beaucoup de débats sociétaux, des lois. Elles ont parlé beaucoup de la loi 21. Peu importe si elle était voilée ou non voilée. Voilà. Par exemple, un extrait qui dit mon appartenance religieuse, comme je ne suis pas voilée. Voilà. C'est comme si je trichais parce que je le cache. Là, je me suis quand même une minorité visible. J'ai comme l'impression qu'il pourra y avoir des situations où je vivrai de la discrimination. Lorsque va venir le temps que je vais devoir appliquer à des carrières, là, je vais sentir plus ma différence. Parce que les gens dans les milieux de travail, ils parlaient, ils se donnent une certaine liberté. Cette liberté existe peut-être, moins dans un milieu académique. Donc, ce que je veux dire, chers collègues, que c'est par l'anticipation de ceux qui les attendent, même après l'université, qu'ils commencent à se protéger, ou projeter au futur, de construire leur projet futur. Donc, il ne s'agit pas des sujets qui sont libres dans dans la construction de leur projet. Et une certaine acceptation du fait que, voilà, elles n'ont pas la même liberté voilà, dans la construction de leur projet ou euh, la mobilité sociale, trouver un emploi, trouver un conjoint, un mari, voilà, même d'avoir des enfants, dans quel quartier. Donc, les entrevues, les récits de vie, c'est très, très riche. Et elles parlent de tout. Et malheureusement, dans tous les aspects, je trouvais qu'ils sont toujours en train on dirait par l'internalisation des normes hégémoniques de cette société, des normes hégémoniques c'est quoi les normes? Les débats, les lois, le passé, l'imaginaire qui créent des normes, ils acceptent un peu leur situation. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé un peu intéressant comme hypothèse, qu'ils ont bien internalisé ces normes hégémoniques, hein, et qui ont bon personne, qui ont une personne qui garantit la sécurité et la modernité de cette société. Et c'est qui est une personne qui ne le garantit pas.
Un autre extrait, je suis en sciences infirmières, tout ce qu'on entend sur les musulmans, voilà. Moi, je porte un voile. Il y en a qui portaient bien sûr des voiles. Ça n'a rien à voir avec ma capacité, ma façon de soigner les gens, parce que moi, j'étudie en sciences infirmières. Donc, c'était bien intéressant comme ces gens font parler avec moi, les gens que j'enseigne à l'université. Parfois, je les croise, tout le monde sourit, tout le monde. Mais quand tu commences à parler, entrer dans leur univers, tu vois que c'est autre chose. Et je vais toujours donc, répéter que je m'intéressais, est-ce que cette citoyenneté, est-ce que cette société offre une citoyenneté inclusive? Est-ce qu'ils ont la même agentivité? C'est comment leur sécurité, en fait, la confiance en soi et en l'environnement. Euh, alors, en se basant un peu sur ce petit extrait, je me suis dit que si je regarde les composants de la citoyenneté, que ça a été évolué au fil du temps. Aujourd'hui, on parle du sentiment d'appartenance comme une composante importante de la citoyenneté, comme la participation politique. En fait, si on parle d'une société moderne avec les processus d'individualisation, l'émancipation des sujets qui pouvaient participer à leur destin social. euh, et l'autre composant, bien sûr, l'aspect légal, le droit. Moi, je vois des femmes je vois plutôt insécurité ontologique, des sujets, le sujet musulman, un sujet insécure aujourd'hui qu'on parle ensemble. Des sujets marginalisés politiquement, mais euh, donc la loi 21 et donc on sait bien que c'est une loi discriminatoire également. Donc comment on peut toujours nier, fermer les yeux et écouter que voilà, le Québec va être une société inclusive? Comment c'est possible? Et comment moi je déteste, je m'excuse, je déteste, même quand j'écrivais ma thèse d'être ici, même j'ai écrit moi, les jeunes issus de l'immigration qui contribuent à la société pour... bon, est-ce qu'on est vraiment, est-ce que les immigrants sont, on les regarde comme des gens qui vont contribuer à l'économie? Mais bien sûr, est-ce qu'on veut que ces femmes contribuent à l'économie? Je suis obligée un peu de répéter, mais on limite même cette contribution. C'est comme ça que, selon moi, en ajoutant donc, pas seulement dans la conception marxiste, en ajoutant la religion et la culture comme des marqueurs de racialisation, parce que selon moi, le racisme, les rapports de racisme ont toujours volé avec deux ailes, pas seulement la couleur et les traits phénotypiques, mais également la culture et la religion. Même selon, si je ne me trompe pas, Grassfogel, même le racisme religieux précède le racisme basé sur la couleur de peau. Parce que les colonisateurs, pour, en fait, l'absence de la religion, on ne peut pas avoir le catholicisme comme religion. C'était un outil pour les colonisateurs pour, voilà, ajuster, pour justifier leur barbarie. Donc, tu n'as pas de Dieu, tu n'as pas d'âme, donc tu n'es pas un homme. Donc, pour le sociologue Grassfogel, même le racisme religieux précède. Donc, c'est comme ça qu'après, en Afrique, ils ont commencé à justifier donc, pour les premiers peuples et comme ça qu'ils ont justifié. Après, les colonisateurs ont utilisé le même argument pour, voilà, pour justifier ce qu'ils faisaient avec, par exemple, les jeunes arabes, où ils considéraient tous les Africains comme des musulmans, tous les musulmans comme des Africains. Donc, selon moi, en ajoutant, en considérant le fait que le racisme a toujours volé, il y a toujours de nouvelles configurations. Donc, comme le statut de citoyenneté, la culture, d'où vient la langue, même il y a la question de linguicisme aussi. Voilà, plutôt, je vois la production des citoyens
et des citoyennes raciales, une sorte de la production de citoyenneté raciale plutôt que d'autres choses. Bon, si on parle un peu de, pas de, des choses toujours négatives, mais voilà, ce qui est intéressant, que cette femme n'était pas des femmes complètement passives. Bien sûr, par la négociation de ces, il mettait une certaine agentivité. Selon moi, vous pouvez me critiquer et tout ça. Il ne s'agit pas de la même agentivité, vraiment comme citoyen à part entière, mais il était apte ou susceptible de mobiliser certaines stratégies. Ah, j'ai pas de temps. Ok, le temps est écoulé. OK. Il était susceptible de mettre en place des stratégies pour se libérer des poids des oppressions, par développer des liens de solidarité, pas seulement avec les autres femmes musulmanes, voilées ou non voilées, mais une solidarité avec tous les groupes racialisés. Par exemple, dans les mouvements mouvements pour George Floyd, et elle me disait qu'elle était souvent là, qu'elle était souvent là parce que voilà. Donc, je voyais qu'ont certaines des stratégies de résistance de nature plus collective, même si les oppressions vécues peuvent être très individualisées. Bon, moi, je ne veux pas vraiment parler beaucoup de ça de toute façon, mais je laisse Mais il y a une notion que, si je me permets, Diara, il y a une notion que j'ai forgée moi-même, la notion de la mise en oubli, que j'aimerais un peu développer plus dans mes recherches. Plutôt, ça, c'est plutôt au secondaire et au primaire. Je vois un processus de la mise en oubli des différences et des oppressions comme un vecteur de la reproduction des inégalités. Alors, je vous écoute, je m'excuse encore. Donc, comme je disais, j'ai un bébé, donc si j'ai eu des fautes et tout ça. Donc, je vous écoute si vous avez des questions. Pas de problème. Merci beaucoup. Euh, j'arrête.